Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la troisième conférence du Manifestival organisé par Amnesty International Belgique francophone. Le Manifestival qui a débuté lundi et qui vit sa toute première édition. Comme vous l'aurez sûrement compris, ici on va explorer la notion de manifester. Manifester selon, à travers différentes manières, selon nos voix, nos opinions, nos identités, notre place. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de manifester sa place en tant que personne racisée dans le débat public. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis étudiante et ancienne stagiaire à Amnesty International Belgique francophone et j'ai la chance d'être accompagnée de 3 expertes en la matière que je vais me permettre de vous présenter tout de suite. Et n'hésitez surtout pas à intervenir si je manque une information importante. Donc, j'ai commencé en premier avec Esther Coiblanc, tout en haut. Donc, tu es active dans le milieu associatif, éducatif, universitaire depuis plusieurs années. Tu es arrivée en Belgique fin 2005 et tu as fondé en 2007 l'ASBL SOS Migrants avec des personnes du monde associatif. Après avoir travaillé pendant plus de 8 ans dans l'éducation permanente au CFS, CFS, donc c'est le collectif Formation Société. Tu es depuis 2018 directrice du MRAX, le mouvement contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Tu milites activement et fais des recherches sur des questions qui touchent sur l'immigration, l'émancipation des populations issues de milieux populaires. Tu as d'ailleurs écrit plusieurs articles en tant qu'experte sur les questions touchant au racisme, la décolonisation, désaliénation, éducation populaire et la position des femmes afrodescendantes dans la société belge. Juste en dessous, nous avons Sakina Ghani, fondatrice de la communauté Resisters, du coup. Cette communauté digitale pour les femmes et personnes non binaires racisées. Tu organises des espaces bienveillants, donc ça on va en parler un peu plus tard en détail, des espaces qui permettent de s'exprimer librement sur des questions politiques liées à l'identité et à la colonialité. Ces rencontres, elles permettent de partager, d'échanger des conseils et stratégies de résistance quand on est peut-être dans des contextes assez difficiles, que ce soit dans notre famille, au travail, en couple et autres. Tu es également chargée de plaidoyer spécialisé dans la promotion de politiques antiracistes et engagée depuis une quinzaine d'années aux côtés d'organisations militant pour plus de justice sociale en Belgique et au niveau européen. Et puis, pour finir, Mireille Tracy-Robert, formatrice, auteure décoloniale, déraciale et féministe. Depuis 2015, tu as la présidence de l'association BAMCO CRAN, ASBL. Donc, c'est un comité de femmes pour l'égalité et l'équité raciale créé en 1987. Le CRAN, du coup, qui signifie Centre de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir. L'association s'emploie au plaidoyer médiatique et politique, ainsi qu'à l'empowerment des personnes subissant le racisme. En 2019, vous avez lancé avec votre association des formations au militantisme décolonial à l'université de Saint-Louis à Bruxelles, puis à l'université de Gand plus récemment. Vous tenez aussi des assises décoloniales qui réunissent 120 spécialistes afrodescendants. Vous avez rédigé 6 livres, dont Racisme anti-noir, Entre méconnaissance et mépris, et plus récemment Being Imposed Upon, un ouvrage collectif en français et en néerlandais qui œuvre un peu comme un recueil sur le fait d'être noir en Belgique. Et donc, on peut retrouver des essais, des textes académiques et activistes, des poésies et réflexions littéraires. Tes thèmes de prédilection sont l'impact du racisme chez les enfants, la discrimination des associations de racisés, le travail décolonial de mémoire et de réparation, et la représentativité et représentation des minorisés. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Sinon, vous n'hésitez pas à me corriger. Donc, je pense qu'on peut commencer. Je vais juste rappeler pour
les personnes qui nous regardent que le live va durer 1 heure, que vous êtes invités, vous pouvez nous poser des questions donc sur Facebook et sur YouTube. Les questions seront collectées et je les transmettrai à nos invités 20 minutes avant la fin. Donc voilà. Pour se remettre dans le contexte et le sujet d'aujourd'hui, comment manifester sa place en tant que personne racisée dans le débat public, je pense qu'il est peut-être intéressant de d'abord se pencher sur la notion de liberté d'expression qui est un fondement de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, mais qui paraît quand même un peu subjectif, surtout quand ce sont les personnes racisées qui en font l'usage. On peut voir clairement que les répercussions ne sont pas les mêmes que pour les personnes blanches, par exemple. Le débat public qui est pourtant un espace où on a l'opportunité de nourrir une confrontation d'idées dans nos démocraties où les voix des racisés sont pourtant importantes, elles sont toujours sous-perçues, minorisées, menacées et invisibilisées. Donc une place très importante qu'on ne prend pas assez en compte. Parler de l'expérience subie, c'est aussi se prendre parfois le risque de sans cesse renouveler, se voir reprocher un crochet à l'universalisme, mais revendiquer autre chose, c'est aussi parfois avoir l'impression de ne pas jouir de la même place ou de la même légitimité qu'une personne blanche. La liberté d'expression aussi, quand elle est utilisée quand elle est exercée par des personnes racisées, d'autres personnes peuvent appeler ça de la censure, de la tyrannie des minorités, de la dictature des voix des personnes non blanches. Donc on voit très bien que c'est une relation un peu à sens unique quand elle n'est pas exercée par ceux qui ont l'habitude de l'exercer dans un confort privilégié, alors elle est vue comme une restriction de leur liberté. Donc c'est justement sur ce sujet-là que je commence et que je vais vous poser une question du coup à vous trois, mais Esther, tu peux commencer. Ce serait comment produire et promouvoir une définition plus inclusive de la liberté d'expression. Voilà. Ah, et ton micro est désactivé. Merci Charlotte pour la question. Pour nous, au MRAC, il appartient à tous les démocrates, citoyens épris de justice et de paix, de se mobiliser pour la participation de tous, sans exclusion, pour que, individuellement et collectivement, chacun puisse se reconnaître comme faisant partie entière de notre société. Nous avons tous des droits et des devoirs que nous partageons. Chacun doit être une sentinelle, un défenseur de la cause. C'est seulement à ce prix-là que nous pourrions garantir pour nous et pour les générations à venir une définition inclusive de la liberté d'expression dans notre cher pays. Il y a une chose que nous oublions souvent, c'est que la Belgique n'est pas blanche. La Belgique, elle est multiple. Et dans cette multiplicité, il y a la composante des Noirs, des Juifs, des musulmans, des Arabes, des femmes, des LGTB, etc. L'histoire d'une part et une certaine approche de l'histoire, d'autre part la mémoire et une certaine approche de la mémoire peuvent contribuer à l'élimination de la discrimination et permettre une meilleure appropriation de l'espace public et donc permettre à une liberté d'expression beaucoup plus inclusive que ce que nous vivons en ce moment en Belgique. Il s'agit par exemple de décoloniser les espaces publics, d'intégrer à l'enseignement des enseignants, par exemple, la colonisation belge au Congo, pour ne citer que ces quelques faits-là. Donc, c'est chacun qui doit participer à cette inclusion de la liberté d'expression. Merci. Merci. Si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez réagir, Mireille et Sakina, n'hésitez pas. Ou sinon, toujours, c'est des questions qui se recoupent parce qu'au final, on tourne chaque fois autour de la même dynamique, mais on peut aussi voir qu'en France, en Belgique, ce sont les principes universalistes qui sont souvent utilisés pour minimiser les voix et les expériences des personnes racisées.
Donc, elles sont souvent confrontées à ce qu'on appelle la color blindness ou la société daltonienne en français. Et ça consiste à ignorer la couleur de peau et du coup les valeurs culturelles, l'expérience de vie et les inégalités vécues par les personnes racisées. Je me demandais du coup comment on peut contourner ces principes afin de réussir à se faire entendre et comment manifester sa place en dehors des représentations qu'on nous assigne. Pardon. Mireille, si tu veux y répondre. Oui, bonjour Sakina, bonjour Esther, contente de vous voir. Bonjour tout le monde du coup. Oui, j'ai une réflexion me vient plutôt un souvenir, un mauvais souvenir, parce que la première fois où j'ai reçu une menace de mort, suite à une conférence de presse sur la colonisation, eh bien, c'était quand j'avais dit la colonisation est terminée, maintenant il faut nous associer. Donc cette phrase-là avait été reprise en boucle par une branche flamande, je savais même pas que ça existait, du Ku Klux Klan. Et donc c'est vraiment on sait où t'habites et des choses pareilles. Et donc c'est à l'âge de je pense 25 ans que je découvre que je pouvais pas parler comme je veux, dire librement ce que je pense, même si légalement je ne disais rien de catastrophique, que voilà, on réveillait certains symboles, certains faits historiques que d'autres ne voulaient pas entendre et que ça suffisait en fait à nous assigner au silence. Et donc après ça, j'ai dû développer toute une méthodologie personnelle intime qui est restée cachée pendant des années, que j'ai dévoilée qu'il y a très peu dans Being Imposed Open, que tu as cité tout à l'heure, Charlotte. Donc, c'est une stratégie pour parvenir non seulement à prendre le micro, à avoir place à la table des négociations, si c'est encore autre chose, et à ce que l'on dit dans ce micro soit relayé dans des espaces pas seulement underground, même si j'aime aussi ces espaces-là, mais aussi dans des espaces mainstream, notamment dans les médias mainstream. Et donc, ça a été tout un travail pour comprendre mon ethos, en fait, mon ethos racial, ce que je renvoyais, dont je n'étais pas totalement consciente de qu'est-ce qu'on voit quand on me voit et de me jouer aussi de cet ethos. Ah, il voit une sauvage. Ah, il voit quelqu'un qui sait pas parler. Eh bien, on va jouer ça jusqu'au moment où on sera assis à la table de la négociation et au moment où on pourra parler. Donc, voilà, je décris en long et en large et ce serait trop complexe à expliquer ici comment j'agis. Mais pour terminer, j'ai toujours considéré que la liberté d'expression, elle devait s'accompagner au moins donc ce que j'appelle le micro, la liberté d'expression, moi je l'appelle le micro, il devrait au moins s'accompagner du porte-monnaie et de la valorisation. Donc la valorisation, c'est notamment les espaces où ce discours peut péricliter, des espaces mainstream par exemple, mais pas que. Et le porte-monnaie, c'est le budget qui amène cette parole, le budget qui fait qu'on peut s'organiser, un budget propre, for us by us, ou un budget qui provient de nos propres impôts, donc c'est-à-dire des subsides, pour nous permettre de s'exprimer, de prendre le temps de la réflexion qui nous permettra d'exprimer ce dont nous avons vraiment besoin et ce que nous voulons vraiment partager. Merci beaucoup. Et Sakina, si tu voulais réagir. Oui, parce que justement, enfin, la question que tu poses, elle est un petit peu au cœur de la création, si tu veux, de Resistors. Parce que c'est vrai que, voilà, à défaut de trouver justement des lieux pour déployer librement à la fois nos identités et nos développements, nos réflexions, pardon, politiques, on a décidé justement de construire ces espaces-là. Et c'est vrai que chez Resistors ou Resistors, le nom, on le prononce un petit peu comme on le sent, souvent, on s'est rendu compte que beaucoup de nos expériences dans des espaces plus mainstream se recroisaient, des espaces plus mainstream, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend ces termes, se recroisaient, c'est-à-dire que on se retrouvait à l'étroit dans ces espaces-là parce que
à la fois nos expériences, à la fois nos analyses étaient parfois dévaluées, étaient parfois minimisées, voire silenciées, etc. Et donc, on s'est retrouvés à avoir besoin, en fait, de créer ces espaces-là. Et c'est pour ça que c'est comme ça que Resistors est né, finalement, en mai 2018, voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est justement de proposer des espaces bienveillants, aussi bienveillants que possible. Alors aujourd'hui, à l'ère Covid, tout est digitalisé. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement. Mais l'idée de proposer ces espaces bienveillants, c'est justement pour proposer des espaces où, en fait, quand on entre dans ces espaces-là, on y entre avec une démarche où on va être respectueuse en fait, de la parole de l'autre personne. On vient chacune avec nos demandes, on vient chacune avec nos expériences et on sait à chaque fois à la fois les entendre et les écouter. On part du principe que les idées, ça se débat, mais pas les expériences. Et donc, c'est aussi quelque chose que beaucoup d'entre nous, enfin la majorité d'entre nous, n'avions pas retrouvé dans des espaces plus mainstream, voire même des espaces communautaires, parce qu'il y a d'autres espaces de lutte militants LGBTQI+, qui peuvent avoir attrait à une croyance religieuse, etc., etc., où là aussi, en fait, il y a des rapports de domination qui se jouent et dans lesquels, là aussi, on a vécu des traumatismes qui nous ont poussés à nous écarter de ces milieux. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'à notre manière, on essaie de rétablir un petit peu de liberté d'expression, en tout cas de liberté d'être, et surtout de proposer justement un espace où la personne, elle vient comme elle est et elle n'a pas à négocier ni son expérience, ni son identité, en fait, finalement. Ouais, justement, on va encore en reparler un peu plus tard de ces réunions en non-mixité parce que c'est quand même très important. Je vais continuer avec toi justement, Sakina, parce que depuis les années 2010, maintenant, on a pu observer une montée très positive du militantisme digital et donc de médias activistes. Donc, on peut retrouver des comptes Instagram qui luttent pour l'antiracisme, des comptes très informatifs et qui démocratisent, entre guillemets, toutes ces notions sociologiques qui peuvent être des fois un peu compliquées à comprendre pour des jeunes. Et justement, mis à part l'apport des réseaux sociaux, comment on peut entreprendre une phase de déconstruction en étant jeune, en étant peut-être toujours à l'école, où ça peut être très... quand on est sur cette lignée, on ne peut pas voir à droite ou à gauche. Comment on peut entreprendre du coup cette déconstruction? Alors, j'ai l'impression que c'est souvent aussi l'expérience qui va nous amener à nous poser des questions sur soi-même et sur ce qu'on vit. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent avoir vécu des situations de discrimination étant plus jeunes, etc. Mais on va pas forcément, on va forcément ressentir que c'est pas juste ou qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, mais on va pas réussir à mettre des mots parce que, comme tu le dis, on n'est pas forcément dans le parcours scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, on n'est pas forcément équipé en fait pour mettre des mots là-dessus. Et c'est quelque chose qui va plutôt être confié au secteur alternatif, à savoir l'associatif, à savoir les réseaux sociaux, les comptes Instagram militants, comme tu dis, de personnes qui sont parfois très jeunes. Mais je pense que tout part de l'expérience, en fait. Quand l'éducation ne permet pas ça, c'est l'expérience. Et c'est vrai que à force de vivre des situations problématiques, à un moment donné, soit tu dis, je suis un problème, ce qui peut, je pense, arriver très souvent, et ce qui est aussi une des dérives je pense, de certains systèmes éducatifs dans lesquels on évolue, parce que souvent, quand une personne est différente et qu'elle veut exposer sa différence, on va plutôt essayer de la faire rejoindre une norme plutôt que d'embrasser cette différence. Et là, ça peut et donc là, il y a un clash, je pense, qui se joue, mais je laisserai plutôt Mireille, si elle le souhaite, développer là-dessus, notamment par rapport aux recherches que tu as faites avec les enfants et les adolescents, enfin les plus jeunes. Mais c'est vrai que, alors moi je parle ici, je parle d'une perspective, à partir de Resistors, et donc, parmi les membres, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était vraiment à chaque fois des comportements qui se répétaient et qu'on avait tendance à nous remettre en question. Mais quand on amorce ce chemin de déconstruction, soit certaines ont vécu beaucoup plus de sexisme et de misogynie, donc vont commencer à avoir une déconstruction plutôt féministe, mais très vite, on va voir comment les systèmes se rejoignent aussi. On va très vite toucher au racisme, on va très vite toucher au validisme, au classisme, etc. etc. Et j'ai l'impression que c'est
c'est un déclic qu'on a, enfin, c'est des situations qu'on vit, et face à une situation problématique, soit on décide de l'affronter, quitte à ce que ça fasse mal, soit on décide de la nier et peut-être même de l'intérioriser et parfois même d'en être complice malgré tout. Donc voilà, c'est un peu un choix ou un non-choix que certains d'entre nous et certains d'entre nous se retrouvent à faire. Et après, quand on entame le chemin de la déconstruction, parfois j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Enfin, une fois qu'on a une information, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas, et du coup, on devient de plus en plus curieuse, etc. Et on va chercher plus d'informations, on se nourrit davantage, on déconstruit, on questionne, on en parle autour de nous. Enfin, c'est un vrai chemin, et que, à titre personnel, je souhaite vraiment à tout le monde, parce que c'est difficile, il faut dire la vérité, c'est vraiment difficile. Mais j'ai l'impression que plus on apprend justement sur les systèmes qui nous environnent, et ceux même desquels on est complice, plus on arrive aussi à se comprendre soi-même et à comprendre en fait l'environnement dans lequel on évolue, et du coup à être davantage mieux avec ces multiples identités aussi, et le rôle qu'on veut jouer dans la société. Esther et Mireille, si vous voulez justement rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mon micro a été coupé. Je peux rajouter juste un élément. Ce qu'elle a dit est très... Moi, je n'ai pas fait particulièrement de recherche là-dessus, Omrax non plus, mais ce que nous faisons, c'est de mettre en place toute une série de dispositifs, d'outils à disposition des jeunes, en particulier dans les écoles, pour les aider à entamer ce chemin de déconstruction-là, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même dans les relations au quotidien. Donc, c'est à travers des animations et des formations avec des outils qui ont été soit conçus par nous ou par des partenaires que nous mobilisons au cours de ces animations, formations qui permettent aux jeunes de pouvoir déconstruire sur ces comportements-là. Parfois, on se rend compte que c'est après avoir reçu un certain nombre d'informations qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont dans des situations où ils produisent un certain type de comportement qui est de nature à discriminer ou autre. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais rajouter. Ce n'est pas facile du tout, c'est très difficile, comme le disait Sakina, mais il ne faut pas relâcher, il faut continuer ce processus d'éducation parce qu'il n'y a que par l'éducation qu'on peut arriver à vaincre un certain nombre de choses. Oui, et comme justement, Sakina, tu le disais, Mireille, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de discrimination et du racisme chez les plus jeunes. Donc, pour tous les âges, au final, c'est très compliqué de se sentir compris, écouté et représenté. La minimisation des voix des personnes racisées, elle se perd dans tous les contextes, encore une fois. Et du coup, ce manque de considération peut entraîner un réel impact sur la santé mentale de beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour se préserver et prendre soin, entre guillemets, de notre santé mentale en tant que jeune et non jeune, peu importe? Donc juste pour la contextualisation, les recherches dont il s'agit concernaient des enfants et des adolescents sur le personnage de Zwarte Piet, donc de la fête de Saint-Nicolas, et l'autre recherche était plutôt des ados et jeunes adultes, et ça concernait les soi-disant, avec des gros guillemets, bandes urbaines africaines à Bruxelles. Donc je pense... J'exhorte en tout cas les parents à commencer très tôt à parler de ces questions-là, parce que les parents ont tendance à attendre qu'ils grandissent, qu'ils soient en âge de comprendre, etc. Or, il faut pas attendre, et même s'ils comprennent pas tout maintenant, petit à petit, ça va venir. Je disais même à une maman qui voulait en faire plus, elle me posait encore plus de questions, elle arrêtait pas, etc. parce que c'était son premier enfant. J'ai dit, écoutez, si vous voulez aller vraiment loin, hein, faites-le écouter de la musique militante dans le ventre quand vous êtes encore enceinte, si vous voulez commencer très tôt. Mais j'ai vraiment aimé le fait qu'elle ait compris que il fallait pas attendre. Et ça, c'est important parce que l'une des choses que j'ai remarqué, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes, c'est qu'il y a une colère qui provient du fait que pourquoi on ne m'a pas dit que je devais faire plus
2 fois plus que les autres, voire 3 fois, pour arriver à un résultat qui serait moindre en termes de respect, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ce que c'était exactement le racisme, comment j'allais me sentir en le vivant, comment je pourrais éventuellement répondre? Donc il y a une colère envers la communauté des adultes qui a autour de ce jeune, parce qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne dit rien autour de ça, que ce soit à l'école, que ce soit à la télé, etc. Et quand on parle de racisme, notamment à l'école, bien on parle surtout d'un certain racisme, antiracisme d'État, et donc qui n'aborde pas certains segments. Les questions intersectionnelles ne sont pas abordées et pas encore vraiment comprises par le corps enseignant. Donc il y a cette colère-là. Pour les enfants, on sent bien qu'il y a j'ai envie de dire une sorte de paralysie. Il y a un trauma qui fait que beaucoup d'enfants sont paralysés. J'ai fini avec une recherche en ne sachant pas comment l'analyser, parce que les enfants disaient que Père Fouettard ressemblait à leur papa noir, et qu'il était là pour faire rire les gens, il était là parce qu'il était le subalterne, avec leurs mots. Hein. Évidemment, ils sortaient plein de préjugés, et puis ils se rendaient compte que ils parlaient de leur papa, puisqu'ils avaient dit que c'était comme leur papa. Et donc, l'enfant ne sait pas comment analyser ça, puisqu'il vient de dire plein de mauvaises choses sur une personne qu'il admire à cet âge-là. Donc, en termes de conseils, moi, ce que je pourrais donner, c'est tous les espaces militants ne sont pas des espaces safe. Donc ici, on a un projet particulier de Resisters qui est un espace formidable, et il n'y en a pas beaucoup, et qui travaille à ça. Mais parfois, on part du principe que tous les espaces sont space. Oui, sont safe, pardon. BAMCO ASBL n'est pas un espace safe, mais alors pas du tout. Il s'y reproduit certaines violences qu'on retrouve dans la société. On a personne qui serait, par exemple, véritablement obèse dans l'association. Et donc, du coup, on peut avoir des réactions qui ne sont pas respectables. Donc, je pense que il faut plutôt partir du principe que chaque association ou chaque espace a des modalités différentes. Il y a des environnements, par exemple, qui sont intransigeants en termes de terminologie. Si vous n'utilisez pas la bonne terminologie, même des militants chevronnés vont vous mettre à l'amende de manière publique sur Facebook. Si vous faites une alliance avec une personne, moi en tant que noire, avec une personne d'origine maghrébine ou avec un blanc, on peut me targeter aussi en disant mais bon, ce sont pas des alliés, etc. Donc c'est pas toujours un espace safe. Et donc je répondais à des jeunes il y a quelques jours qui me demandaient mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de militants, pourquoi est-ce qu'on peut pas en retrouver plus, etc. Et je leur disais ben c'est pas si simple que ça. C'est un espace qui n'est pas, c'est un travail qui n'est pas toujours facile, parce que ça remet en question son identité, son estime, son parcours en permanence. Donc, quand on est en colère, donc je veux dire que je considère que l'espace militant, on a plusieurs rôles. Il y a des espaces de healing, se soigner. Il y a des espaces un peu comme dans une équipe de foot. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des gardiens, il y a des milieux de terrain, etc. BAMCO va peut-être se considéré comme un attaquant qui va aller au front sur certains sujets, etc. Donc, quand on est dans son parcours de déconstruction et que ça impacte son identité, ça remet des choses en question, il faut s'adresser aux bons espaces selon comment on évolue. Quand on est en colère, il y a des espaces où il vaut mieux pas aller. Quand on est brisé et que c'est ce qui ressort le plus, aller à l'attaque, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. On va peut-être vous briser encore plus. Donc, je pense que parmi les conseils qu'on peut donner, c'est avoir un discernement par rapport à où est-ce que je me situe dans mon parcours. Est-ce que je peux m'exprimer ou pas? Est-ce que je suis capable d'expression maintenant de ce que je ressens et de ce que j'analyse dans la société? Ou est-ce que j'ai besoin de formation? Ou est-ce que j'ai besoin d'être, entre guillemets, soigné de toutes mes blessures? En effet, merci beaucoup. Mais du coup, j'ai juste fait une petite parenthèse aussi pour rappeler à ceux et celles qui nous regardent, qui peuvent poser des questions dans la section commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et on peut continuer. Encore une fois, plus ou moins sur la même thématique, mais cette fois-ci plus dirigée harcèlement en ligne.
On le voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout au final. Dès que des personnes racisées s'emparent d'un micro ou d'un espace, il y a toujours une violence raciste qui en sort de l'autre. Il y avait plusieurs rapports d'Amnesty d'ailleurs qui ont été publiés, un en 2018 et l'autre plus récemment en 2020. Je vais citer l'une des quotes de ce rapport. Donc, les femmes noires sont prises pour cible de manière disproportionnée, ayant 84% de risque de plus que les femmes blanches d'être citées dans des tweets injurieux ou posant problème. Un tweet sur 10 mentionnant des femmes noires a un caractère violent ou problématique, comparé à un tweet sur 15 pour les femmes blanches. Donc voilà le constat pour les réseaux sociaux. Il est plus ou moins similaire dans les médias traditionnels. On l'a vu notamment très récemment avec la comédienne et animatrice de la RTBF, Cécile Djunga, qui a le procès de ses détracteurs devrait se dérouler prochainement. Francine, votre organisation, le MRAX, a apporté son soutien et s'est même saisie du dossier à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit que 3 plaintes sur 4 sont classées sans suite, on peut un peu que se demander pourquoi au final les plaintes n'aboutissent pas et si le système de signalement, le fait qu'il ne soit pas suffisant en fait, pour sanctionner ces propos, ne renforcerait-il pas les propos racistes et la violence qui régit autour de ce problème? Ah, et ton micro, désolée. Merci. Forcément que je commence par la dernière question, la dernière partie de la question. Forcément que le système y renforce. On est toujours dans un système de dominant et dominé. Et tant qu'on reste dans un système de dominant inégalitaire où on n'a pas tous les mêmes droits. On parle de personnes racisées. Mais c'est qui les racisés, c'est qui les non racisés. C'est-à-dire que l'espace aujourd'hui est divisé en personnes racisées. Dans racisé, on entend et la religion, et la couleur de peau, et l'origine géographique, etc. Et les non racisés, ce sont les autres. Donc cet espace, il est divisé et c'est comme ça que ça se passe aussi au niveau des plaintes. Quand une personne va porter plainte, nous, on a un bureau de plainte. Mais quand les personnes vont à la police, par exemple, je l'ai déjà dit au niveau de la RTBF, à une émission, mais les personnes dans le processus de la plainte sont déjà arrêtées au niveau de la police. Il y a des plaintes qui n'arrivent même pas en justice. Ça, c'est de 1. De 2, les plaintes qui arrivent en justice, ce n'est pas 3 plaintes sur 4. C'est une plainte sur 10 qui aboutit ou une plainte sur 50 ou même sur 100. Parce que quand on dit une plainte sur 4, c'est 25%, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Il y a cette confiance dans la relation que le public a avec les personnes, avec les institutions, parce qu'ils savent que ils seront traités, ils ne seront pas traités de façon égale qu'en griffe un non racisé qui se présente avec une plainte. On va toujours vous demander d'avoir des preuves et parfois les preuves que vous fournissez ne sont pas suffisantes pour pouvoir arriver à la fin de la procédure. Les plaintes sont donc classées sans suite et c'est ce lien brisé entre l'institution et le public et les victimes qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont moins envie de porter plainte. Ils préfèrent s'adresser à un bureau où on les écoute. Déjà, le fait d'écouter des victimes, c'est une sorte de compensation psychologique. Ça ne règle pas tout le problème. Mais le fait d'être écouté par un service juridique qui prend note, qui lui pose des questions, qui s'intéresse à ce qui lui arrive, les gens se disent, bon, au moins là, on m'a écouté. Parce que je sais qu'arrivé en justice, on ne va pas m'écouter. C'est toujours cette domination-là qui continue. Pourquoi est-ce qu'un non-racisé qui porte plainte, sa plainte n'aboutit pas? Pourquoi? Parce que on considère que en tant que racisé, sa plainte n'est pas assez motivée, elle n'est pas assez objectivée, il n'y a pas assez d'éléments, il faut trouver des témoins pour venir corroborer toute une série de choses.
Donc, le processus est très difficile, psychologiquement difficile à vivre pour les victimes qui sont déjà victimes de racisme ou de discrimination. Mais arriver encore en justice, il faut vivre un processus qui est très violent au niveau du système judiciaire. Et à partir de ce moment-là, les personnes préfèrent rester chez elles ou s'adresser à des structures comme nous, qui les écoutons, qui essayons de mener des médiations. Mais la plupart des plaintes n'aboutissent pas parce que, voilà, on considère jusqu'à ce jour, malgré les lois qui existent, ben, que les plaintes ne sont pas suffisamment motivées. Pourtant, il y a des éléments clairs. Nous avons soutenu Siti Bunda qui va passer encore le 9 mars en justice. Pourquoi est-ce que cette plainte-là n'a pas abouti jusqu'à nous? Pourquoi? Donc, c'est toujours le système de domination que nous vivons, mais qui fait que ceux qui sont dominés le sont encore plus à tous les niveaux du système dans lequel nous nous trouvons. Et donc, le procès aura lieu le 9 mars, tu as dit, c'est ça? Le 9 mars. Pour revenir encore une fois sur la question de non-mixité et de safe space, du coup, je vais peut-être revenir sur le sujet avec toi, Sakina. Donc, on le sait, les discriminations sont une réalité, et encore plus quand elles s'entrecoupent, comme avec la race, la classe et le genre. C'est ce qu'on appelle, entre autres, l'intersectionnalité, donc un concept qui a été créé par la juriste et féministe afro-américaine Kimberly Crenshaw. C'est quand une situation des personnes subissant simultanément plusieurs formes d'oppression et de domination. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette création, encore une fois, d'espaces de bienveillance? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que nous, on va plus parler de mixité choisie, parce qu'on est plus dans une démarche proactive et positive où on choisit les personnes avec qui on est, plutôt que de non-mixité où là, il y a plus une dimension d'exclusion. Mais en tout cas, quelle que soit la manière dont on décide de le nommer, c'est vrai que la création de ce type d'espace, pour nous, c'est un petit peu imposé comme une nécessité, à condition de savoir aussi définir ce qu'on entend par mixité, et aussi de poser en fait finalement des conditions de fonctionnement de ces espaces. Parce que comme le disait Mireille, des espaces militants peuvent être très nocifs et avoir des répercussions et provoquer notamment ce qu'on appelle des burn-out militants, qui est en plus, pour faire une petite parenthèse, quelque chose qui est relativement, je pense, assez tabou, en tout cas dans les communautés militantes, parce que voilà, on agit pour une cause, donc finalement, on ne devrait pas trop s'en plaindre et être content de... Voilà, et donc voilà, c'est un espèce de tabou qui serait aussi intéressant de questionner par moment. Mais pour revenir justement à la mixité choisie, nous, chez Resisters, en fait, on n'a pas du tout créé un espace comme ça, de nulle part, en se disant, bon, on s'est un petit peu brûlé les ailes, etc., on n'est pas bien, on veut créer un espace. Parce que comme disait Mireille, et comme disait aussi Esther, on est parfois à des moments différents dans ce processus de déconstruction. Il y a des personnes qui se posent à peine des questions, d'autres qui ont peut-être milité pendant 5 ans, etc., etc. Et donc, on peut être producteur et productrice de discours qui vont être problématiques. Je peux avoir une parole, par exemple, qui va être validiste, ou un comportement, ou justement ne pas penser à certaines personnes qui ont besoin de nécessiter, qui ont besoin... ne pas penser à l'aspect inclusif en fait de ces espaces. Et donc on ne vient pas comme ça juste avec des bons sentiments pour créer ce genre d'espace. On est aussi consciente en fait de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc il y a des conditions en fait à créer ce genre d'espace. Et c'est vrai que pour le créer, personnellement, je me suis quand même appuyée aussi sur mes 10 années d'expérience de militante, donc au moment où je crée Resisters, fondé Resisters. Et j'ai voulu en fait prendre le temps de réfléchir sur justement les lacunes et les demandes importantes que j'avais pu observer pendant ces années-là et qui ont justement produit en fait les échecs et les frustrations, et le fait que j'ai ressenti le besoin de sortir de ces espaces-là parce qu'ils devenaient trop toxiques et nocifs.
Et donc, ça a pris quand même plusieurs années pendant lesquelles je me suis rendu compte que beaucoup d'expériences, en discutant en fait avec d'autres amis militantes et militants, on avait beaucoup d'expériences similaires. Il y avait de l'instrumentalisation, il y avait de la culpabilisation, beaucoup de fatigue mentale, énormément de silenciation, par exemple. Et donc, des comportements oppressifs qui finissent par user et aussi désenchanter, qui peuvent, comme je le disais, mener vers ce qu'on va appeler des burn-out militants. Et pourtant, on est toutes, et quand je dis toutes, je parle de personnes, toutes les personnes au sein de Resistors, on est toutes en demande de vouloir évoluer malgré tout dans des espaces où notre militantisme politique sera entendu, sera écouté, sera aussi challengé et toujours respecté. Donc on est convaincu qu'on ne fait pas du tout dans la fausse modestie, on est convaincu qu'on a des choses intéressantes à apporter dans cette lutte contre les oppressions, mais qu'il est aussi impératif de se protéger en fait des abus. Et c'est pour ça quand on a créé l'espace Resistors, en fait, il y a un certain nombre de valeurs autour desquelles on se rejoint. Et une des valeurs, par exemple, c'est celle de l'humilité. Et un petit peu comme le disait Mireille tout à l'heure, c'est le fait de se dire, OK, moi, j'ai mes identités, j'ai mes expériences, mais je ne peux pas prétendre comprendre nécessairement la personne qui est en face de moi. Et donc, je vais faire preuve d'humilité dans certaines circonstances. Je vais, par exemple, accepter de se taire, par exemple. Même si on pense qu'on a des choses intéressantes à dire, voilà, dans ce contexte-là, je ne suis pas concernée par le sujet abordé, et par alors, une personne concernée va en parler, et mon rôle à moi, ça va plus être d'écouter. Et c'est vrai que l'écoute, et se sentir respecté dans l'expérience qu'on apporte, etc. Et ben ça, c'est une chose qui, par exemple, c'est entre guillemets assez simple, mais en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des safer space, donc des espaces bienveillants au sein de Resistors, que c'était pas du tout un comportement mainstream dans la société, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve en fait beaucoup dans les espaces bienveillants digitaux, pardon. Ça a changé. En fait, Resistors aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand je l'ai fondé, et je tiens à préciser que certes, je l'ai fondé, mais j'en suis pas la directrice. Moi, je ne donne pas la direction de Resistors. Resistors, c'est vraiment à évoluer en fonction des personnes qui se sont investies. Et par exemple, au début, on avait notamment des podcasts, on avait des projets de vidéos, on avait des projets de magazines, on avait des projets. Et en fait, on a accepté que finalement, les besoins tels que qui ont émergé de par les Resistors, ça a été principalement ce besoin d'organiser des espaces bienveillants, parce que ça, c'est un besoin qu'on n'arrive pas nécessairement à trouver ailleurs. Et donc, nous, on va le créer ça, et on va se focaliser là-dessus. Et éviter notamment d'entrer aussi dans des injonctions productivistes où pour exister, il faut exister médiatiquement, ou pour exister, il faut produire, il faut faire plus de ceci, plus de cela. Donc ça, par exemple, c'est une manière pour nous de prendre soin de nous, c'est-à-dire de continuer à exister, mais en refusant la lumière, par exemple, ce qui peut paraître paradoxal, parce que pour faire connaître une initiative ou un collectif, on va plutôt aller vers la lumière. Nous, on choisit de dire non, parce qu'en disant non, ça nous protège, en fait. Ça nous protège, nous. Et quand quelqu'un s'approche de Resistors, on va dire, voilà, peut-être que tu es la bienvenue dans cette communauté, mais voilà ce que cette communauté propose, etc. Et donc, on s'est rendu compte aussi avec le temps, pour l'anecdote, c'est que les personnes qui étaient plus en recherche, par exemple, de visibilité ou, comme il y en a beaucoup dans l'antiracisme, dans le militantisme, les personnes qui avaient quand même un ego important, s'éloignaient facilement de Resistors, parce que ces personnes avaient compris que ce n'est pas ce qu'elles allaient trouver. Et vraiment, Resistors, je pense que je peux parler au nom de toutes les Resistors, on le vit vraiment comme un cocon, en fait. Un endroit où on vient, par exemple, on vient déposer quelque chose qu'on a vécu, on vient demander des conseils sur une situation particulière, et ça arrive à plusieurs reprises, notamment sur des stratégies en fait à élaborer au sein du travail, avec beaucoup de réussite. Mais voilà, il y a aussi cette idée d'avancer, de connaître ses besoins, de savoir ce qu'on veut faire, et d'avancer petit à petit tout en préservant ce cocon. Et pour terminer, Resistors, c'est aussi un endroit dans lequel on peut s'inscrire de manière durable, comme on peut se dire, à ce moment-là, j'ai besoin de ça, et puis je repars, et puis peut-être plus tard je reviendrai, et puis voilà. C'est très flexible, et on essaye en fait d'inclure aussi, de répondre en tout cas aux besoins de tout le monde, mais il y a des règles. Voilà, il y a des règles, et c'est normal, et si on n'adhère pas aux valeurs, et si on n'adhère pas à certaines de ces règles, c'est que cet espace-là n'est pas fait pour vous, quoi. Et c'est pas très grave, il y a d'autres espaces.
Merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant parce qu'on en a enfin un peu plus parlé, je pense, dans les médias traditionnels récemment, de cette question de non-mixité choisie. Et je pense que pour finir, en tout cas avant de passer aux questions du live, Mireille, si tu voulais réagir sur le cyberharcèlement dont sont victimes les femmes noires, je te laisse la parole. Oui, merci. Et juste avant, je voudrais remercier Sakina pour sa dernière intervention parce que c'est vraiment quelque chose qui est en débat en interne en ce moment, les questions d'ego, de starification, de lumière, d'humilité, etc. Pour donner un petit extrait, c'est que j'avais demandé à ce qu'il y ait plus de figures qui soient comme moi, représentatives dans les médias, etc. Et certaines personnes ont refusé contre toute attente en disant mais non, en fait, on a du mal à arriver à avoir des personnes qui soient porte-parole, qu'on puisse les reconnaître et qui soient voilà, ah oui, elle, on l'aime bien, elle dit quelque chose de cohérent, on va l'écouter, etc. On a mis du temps à développer ça, on va pas enlever, à la limite, on peut rajouter, mais on va pas enlever. Et donc, c'est aussi la difficulté de sortir de ce cercle-là, vu le rôle qui est joué, de se faire remplacer aussi dans ces rôles-là. Ça m'a fait penser aussi à la question de l'appropriation des membres, parce que Sakina disait tout à l'heure que ben voilà, quelqu'un peut venir à un moment donné de sa vie, continuer, faire une pause ou aller ailleurs et revenir. Et moi, je viens d'associations qui étaient très très masculines, où je constatais que justement, on n'avait pas trop le droit de sortir et de revenir parce qu'on appartenait en fait, on avait un cachet sur le dos du nom de l'association, et être membre, c'était avoir une étiquette. Et donc, et de pouvoir avoir des espaces, et on fait ça aussi chez BAMCO, d'avoir des espaces où on n'est pas on n'est pas capitalisable. L'association ne peut pas se capitaliser les membres, et les gens sont libres. Je pense que c'est vraiment une façon innovante en fait de voir le terreau militant et la manière dont les énergies et les savoirs peuvent circuler. Et donc du coup, je serai courte sur ce que je voulais dire, parce que ça m'a vraiment fait réagir. C'était sur le fait que lorsqu'on subit de l'harcèlement en général ou du cyberharcèlement, il y a la partie juridique, etc. Mais il y a aussi parfois la partie du verbe, parce que certaines personnes, avec une argumentation bien achalandée, peuvent arriver à se calmer, à passer à autre chose. Et donc, je pense qu'il est important de savoir, de comprendre dans quel registre, par exemple, si on parle de racisme, c'est ce que j'ai le plus analysé, dans quel registre est mon interlocuteur. Je divise en 6 les manifestations de racisme. Par exemple, le mépris, l'exploitation, les agressions, la déshumanisation, la sensualisation et l'invisibilisation. Invisibilisation, visibilisation négative, dans ce que j'ai appelé la roue de la domination raciale. C'est des concepts qui existent déjà par ailleurs, j'ai juste fait que les rassembler. Et donc, selon où se trouve son interlocuteur dans l'expression de son racisme, on peut avoir un registre, donc s'exercer à un registre de réponses verbales, non verbales, etc. Donc moi, j'ai testé ça pendant une quinzaine d'années et ça marche assez bien sur certaines personnes et pas du tout sur d'autres qui sont juste là pour détruire et humilier, quoi. C'est juste la petite contribution que je voulais faire avant les questions. Merci beaucoup, super. Alors, je vais passer aux questions du live. Donc, on a une première question de Laurent. Donc, un certain nombre d'organisations déjà implantées au point de pouvoir être taxées de mainstream dans l'univers de la société civile comme Amnesty International. Ah ben, c'est plus facile. Je pense que la question s'affiche sur l'écran. Mais je vais continuer à la lire. Se préoccupe de leur inclusivité. Elle le fait de façon peut-être maladroite et insuffisante, de façon peut-être aussi radicale qu'il vous le plairait, mais sincère. Quels conseils donneriez-vous à ces organisations pour être plus inclusives? Quels biais cognitifs discernez-vous dans leur fonctionnement qui les empêcherait d'être plus inclusives? Je vous laisse répondre toutes les trois. Peut-être Esther, tu peux commencer, ou vraiment qui se sent capable d'y répondre directement, allez-y.
Je ne peux pas monopoliser la parole, hein, mais je peux dire quelque chose. Bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais c'est comment des organisations mainstream peuvent intégrer et être plus inclusives. C'est ça? Oui. Ok. Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à la question du partage du pouvoir, parce que parfois on veut intégrer, on veut pas faire une co-inclusion, mais on veut intégrer, et on intègre à des niveaux où il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de parole, de droit de décision, etc. Donc je pense que la première chose qu'il faudrait penser, c'est le partage du pouvoir effectif. Ce que je voudrais ajouter à ce que Mireille a dit, c'est toujours dans le même sens, c'est la représentativité. Comment est-ce que on est présent à certains niveaux de pouvoir? Parce que sans pouvoir, sans occuper un certain nombre d'espaces de pouvoir, on ne sait pas agir. Donc, l'inclusion est difficile si on n'essaie pas de faire un mélange, d'inclure d'autres personnes, d'inclure d'autres communautés pour essayer de faire un melting pot de diversité, de personnes pour pouvoir travailler comme il faut. Parce que s'il n'y a que une série de personnes qui se retrouvent dans cet espace de travail, ben, l'inclusion, ça va être difficile. Alors que si la diversité, elle est bien réelle au sein de ces espaces-là, ben, ça va participer à créer beaucoup plus d'inclusion. Et donc, la représentativité ben, des différentes communautés, je trouve que ça, c'est important pour pouvoir participer à un certain nombre de choses et pour rendre beaucoup plus inclusive et participer aussi à la cohésion sociale. Parce que plus les espaces de pouvoir sont inclusifs, plus ça permet de construire une cohésion sociale aussi inclusive à partir de ces espaces-là. Merci. Merci beaucoup. Je veux bien juste ajouter une chose aussi, si tu me le permets, Charlotte. Oui. Merci. C'est aussi la question de justement se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par plus divers, qu'est-ce qu'on entend par plus inclusif. Parce qu'il peut y avoir de la représentativité, il peut y avoir de la diversité, mais de quel type d'inclusion on parle, de quel type de diversité? Est-ce que ça inclut aussi les idées? Ou est-ce que c'est simplement la photo sur le rapport d'activité annuel? Parce que ce qu'on peut aussi observer, c'est des personnes qui ont des idées innovantes, qui ont une idée de la manière dont une entreprise, et a priori, a fortiori, en tout cas une ONG, parce que la personne a cité Amnesty, que je ne connais pas très bien, donc je ne vais pas faire d'analyse, et encore moins gratuitement, hein, n'est-ce pas Mireille? J'ai appris. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis d'où vient cette intention de vouloir être inclusif? Et pourquoi est-ce qu'on veut être inclusif? Qui fait la demande? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que ça vient de la diversité en interne? Est-ce que ça vient de l'organisation? Si c'est l'organisation, pourquoi? Et est-ce qu'elle est prête, en fait, à entamer cette démarche? Parce que, comme je le disais, c'est pas seulement de coloriser, en fait, le personnel. Ça vient aussi avec des idées, ça vient aussi avec des expériences, parce qu'une chose que beaucoup de personnes peut-être ignorent, c'est que les personnes qu'on appelle racisées, racialisées, elles ont non seulement un savoir, une expertise qui est accessible à travers les livres, peut-être éventuellement à travers l'université, mais aussi le savoir expérientiel, des choses qu'on a expérimentées dans notre vie et à partir duquel on a produit des savoirs qui nous apportent quelque part de added value, enfin de la plus-value aussi intellectuelle qu'on peut vouloir mettre au service de son entreprise. Mais encore une fois, on donne de soi. Et comment est-ce que ça va être reçu, en fait? Donc, à quel point, et ça revient à ce que disait Mireille, c'est aussi le partage de pouvoir, à la table, qui s'assoit, qui finalement définit, en fait, aussi de quoi est faite la table. Donc, si c'est pour commencer une démarche et au final, à mi-parcours, avoir fait beaucoup plus de mal que de bien envers les personnes racisées, voilà. Est-ce que les instances, elles aussi, sont prêtes à aller jusqu'au bout de cette démarche?
C'est pas juste une question en fait de diversifier et d'inclure, c'est une vraie démarche qui est transformative en fait. Donc il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on est à ce stade où on va arriver à se transformer? Et mon conseil, c'est de déléguer ça à des personnes qui savent faire, parce que la plupart des organisations, voilà, chacun son expertise. Merci. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir prendre une dernière question. Donc, c'est une question de Christian. Le fait que le racisme s'est étendu jusqu'aux forces de l'ordre n'est-elle pas la raison pour laquelle les victimes préfèrent se tourner vers d'autres aides? Et la question s'affiche juste là. Encore une fois, si peu importe qui veut réagir en premier. Je vais répondre, je vais commencer. Mais au fond, ça s'est étendu jusqu'aux forces de l'ordre. Le racisme, il est partout, hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient. Il est dans toutes les sphères de la société. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment médiatisé et qu'aujourd'hui, avec la médiatisation d'un certain nombre de faits, avec les réseaux sociaux, les victimes des violences policières, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ben, s'expriment beaucoup plus, médiatisent beaucoup plus tout ce qui leur arrive. Et donc, beaucoup plus de personnes sont au courant de ce qui se passe. Ça, c'est de un. De deux, les victimes, depuis longtemps, non seulement avec l'invisibilisation, mais avec le fait qu'on n'écoute pas leurs plaintes, mais se sont toujours tournés vers des organisations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a BAMCO, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'UMRAX, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a d'autres organisations qui existent sur le terrain. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas entendues. Elles ne sont même pas entendues pour dire qu'on va les écouter, qu'on va prendre en compte un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça que ces personnes-là se tournent vers des organisations qui au moins prennent le temps, ne serait-ce que d'écouter. Parce que l'écoute, quand on est dans un processus de violence psychologique, l'écoute déjà, c'est un premier apport. C'est un premier apport. Donc, pour moi, oui, les forces de l'ordre, il y a de plus en plus de violence, mais c'est de plus en plus dénoncé. Donc, les gens sont de plus en plus au courant. Et quelque part, s'ils viennent vers des organisations comme les nôtres, ben c'est parce qu'ils se sentent mieux écoutés, ils se sentent mieux entendus, même si, quelque part, notre pouvoir d'action n'est pas aussi élargi comme celle de la police ou de la justice. Mais le fait de pouvoir recevoir les gens, de les écouter, de les entendre, c'est déjà une un premier pas dans le processus de soulagement, pas de prise en compte de la victime en tant que victime d'un fait de discrimination, d'un fait de racisme. Et ça, c'est très important dans le processus de résilience qui doit se passer après. Parce que si les personnes ne se sentent pas écoutées, ne se sentent pas entendues, le processus de résilience est difficile à faire. Il y en a qui savent le faire sans passer par ce processus-là, qui arrivent à prendre sur elles-mêmes, à essayer de sortir de cette violence qu'elles ont subie, mais il est important que ces personnes-là soient écoutées et que la police puisse les écouter, qu'on mette en place au niveau de la police un dispositif pour écouter les victimes, mais surtout que les actes envers les personnes racisées, que ces actes de violence-là aussi s'arrêtent à un certain moment. Donc, il y a tout un processus qui doit être fait et avec la police et avec les victimes qui vivent ce genre de discrimination et de racisme sur le terrain. Merci beaucoup. Ouais, on est à 1 heure pile déjà.
Donc, c'est le moment de conclure. Un tout grand merci à vous trois d'avoir partagé votre expertise, vos opinions et votre expérience sur le sujet très important. Je vais faire une petite parenthèse de promotion du Manifestival Encore qui du coup se terminera demain avec la dernière conférence donc demain après-midi, samedi 27 février, de 15 à 16 heures. Et ce sera comment manifester son indignation en tant que mineur. Et puis par après, il y aura un live, cette fois-ci sur Instagram, où on aura l'animatrice des vidéos Freely, Anne-Sara, qui répondra à toutes les questions des internautes sur son parcours militante et les multiples façons dont elle manifeste ses convictions et son engagement humaniste. Donc voilà, un tout grand merci à vous. C'était très intéressant. Si vous avez un dernier petit mot, vous voulez partager un message, n'hésitez pas. Eh ben moi, au-delà de la conférence qui était très intéressante, donc je remercie évidemment Amnesty International. Je suis contente de vous voir les filles parce que bon, confinement, on se voit pas, donc ça fait du bien d'échanger un peu sur les sujets qui nous concernent. Voilà, tout simplement. Bah aussi, juste un petit mot de remerciement pour l'invitation. Et c'est vrai que, comme disait Mireille, en fait, c'est intéressant parce que même au niveau de l'associatif ou etc., ben, on a l'habitude de se voir beaucoup. Voilà, on s'invite, il y a des événements qui s'organisent. Et là, c'est vrai qu'on réapprend aussi à socialiser dans ces milieux-là d'une autre manière. Donc, c'est intéressant. Et ça nous ouvre aussi des contacts, notamment avec vous, qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, c'est intéressant aussi de voir à quel point les mondes se mélangent finalement. Et voilà, et félicitations pour le festival. Et merci encore à tout le monde. Moi, je voudrais dire merci aussi à Amnesty pour nous avoir invités à ce Manifestival. Merci à Mireille et à Sakina, de qui j'ai beaucoup appris ce soir, surtout sur vos recherches, sur tout ce que vous mettez en place. Je pense que ce sont des choses voilà, que je vais proposer pour voir comment est-ce qu'on peut capitaliser ça au sein de notre organisation. Merci pour l'invitation. C'était un très chouette moment d'échange. Merci beaucoup et merci à ceux et celles qui nous ont suivis. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine.